Chers amis auditeurs, bonsoir. Béatrice Bach au micro de RFM pour une émission purement consacrée à la santé. Le B.A.B.A. de B.A.Bach explore le monde passionnant de la santé, une histoire à intrigue et rebondissements faite de lignes de défense, de prise de risque et de stratégie. Il y aura du sang, des bleus et des bosses, des frissons, de la fièvre et des battements de cœur. Je reçois ce soir Nicole Delépine. Nicole Delépine, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir docteur, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Même si on ne vous présente plus, je vais quand même le faire. Vous êtes oncologue et pédiatre, ancien chef de service de cancérologie pédiatrique à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Je ne vais citer que votre dernier livre. Vous en avez écrit beaucoup, en collaboration avec votre époux Gérard Delépine le plus souvent. Et le dernier en date, c'est Les enfants sacrifiés du Covid, isolement, masques et vaccins aux éditions Fauve. Donc, vous continuez d'écrire de nombreux articles et vous participez toujours activement à un mouvement général de réinformation autour de la santé en général, des méandres de la crise du Covid et des questions soulevées par les injections expérimentales. Et la réalité est que les lanceurs d'alerte dont vous avez fait partie ont eu raison sur un grand nombre de sujets et au contraire, les affirmations et les prédictions des gouvernements se sont révélées fausses. Alors, c'est vrai que ce n'est pas un sujet nouveau, mais dans la réinformation ou dans la pédagogie, on a toujours besoin de répéter. Nous avons de nouveaux auditeurs qui nous rejoignent. Et donc, si vous voulez bien, je vous demanderai en guise d'introduction de récapituler les quelques sujets majeurs dont on ne peut plus douter aujourd'hui et qui pourtant sont soigneusement occultés par les médias mainstream encore aujourd'hui. Et cela pour une bonne raison, c'est que nous allons parler ensuite de ce qui nous attend en janvier prochain autour de la lutte contre le complotisme. En plus, oui, absolument. En plus. Écoutez, nous, de façon générale, avec Gérard, on a toujours essayé de publier uniquement sur les faits avérés, sur tout ce que les gens peuvent retrouver directement eux-mêmes sur les sites de l'OMS ou de World Data, etc. Enfin, sur tous les sites officiels, sur les effets secondaires, sur les sites officiels aussi, avec le VRS pour les États-Unis, le droit de vigilance pour l'Europe. Donc, si vous voulez, on a dès le début donné les informations qu'on avait et elles se sont évidemment avérées confirmées puisqu'elles étaient exactes d'emblée et qu'elles reposaient sur des faits avérés déjà. Alors, bon, moi, je vais peut-être centrer sur les enfants parce que c'est tellement important, tellement grave. Donc, d'emblée, on a dit que les enfants ne risquaient rien du Covid. C'est quand même la première chose qu'il faut que les auditeurs entendent. C'est que les enfants n'ont jamais rien risqué du Covid. Les enfants sont à risque zéro du Covid. Les 3-4 morts qui sont mis en évidence la première année, par année, c'était des gamins qui étaient immunodéprimés, zéro blanc, avec des leucémies ou des lymphomes, les gamins qui n'ont jamais supporté de rencontrer une virose. Et moi, quand je faisais encore de l'hématologie dans les années 70-80, quand il y avait un mort de rougeole, c'était toujours un gamin immunodéprimé. Les enfants français, en France, ne mouraient pas de rougeole. Par contre, ils pouvaient mourir effectivement de rougeole sur une immunodépression. Bon, là, c'était exactement passé pareil. Les enfants n'ont jamais craint quoi que ce soit du Covid. Au maximum, ils faisaient un petit rhume, ce qui était très bien parce que comme ça voulait dire qu'ils avaient rencontré le virus et que donc ils s'étaient immunoprotégés eux-mêmes, comme toujours. Je veux dire, les mômes, ils font la grippe et puis après, ils vont bien. Ils sont 3-4 jours, le nez qui coule, un peu de fièvre. On n'avait jamais isolé les enfants pour ça. Enfin, quand un gosse avait de la fièvre, on le gardait à la maison les 2 jours, il avait de la fièvre et puis après, il retournait jouer avec les copains. Il n'y avait aucune raison de faire, raison médicale. Les raisons ne sont évidemment pas médicales, mais ça, il faut absolument que les gens le comprennent. Les enfants n'ont jamais risqué quoi que ce soit. Et alors, plus, c'est pour ça qu'on a protesté d'emblée sur leur isolement, déjà le confinement général, mais en plus, le fait qu'on les ait privés de l'école, et privés longtemps de l'école, ce qui est quand même une perte de chance pour tous ces enfants parce que c'est très, très difficile de s'y remettre. Et l'enseignement par les vidéos, ça n'a évidemment rien à voir.
Donc, c'était mieux que rien, mais ça n'avait rien à voir. Et donc, les enfants, alors ça, c'était la première chose, eux risquaient rien. Mais pire que ça, on avait su très vite parce que il y a eu les Chinois un petit peu avant nous, donc les Chinois ont vite publié que les enfants ne contaminaient personne. Donc on a su d'emblée qu'ils ne contaminaient personne. Donc tout le cinéma qui a consisté à dire faut pas aller voir la grand-mère sinon vous allez la tuer, etc. C'est monstrueux parce que c'était faux sur le plan épidémiologique et évidemment extrêmement traumatisant sur le plan psychologique, et il y a des tas de gamins qui sont parmi, surtout s'ils n'ont pas eu de chance et que la grand-mère a récupéré une injection de Rivotril et est morte. Si ça se trouve, il y en a encore un certain nombre qui se sentent coupables. Donc les enfants ne sont évidemment coupables de rien concernant la famille, les grands-parents, les amis, etc. Un, ils ne font pas de maladies graves, et deux, ils ne contaminent pas. Donc ça, c'était vraiment les premières choses à bien entendre. Et sur ces deux sujets, à votre connaissance, est-ce que les médias mainstream ou le gouvernement a fait machine arrière pour avouer qu'effectivement, il n'y avait pas de risque? Pas du tout, il ne faut pas du tout marcher en arrière de quoi que ce soit, puisqu'ils continuent à faire semblant qu'il faut quand même vacciner encore, parce que quand même, ça protège un peu la contamination. On entend quand même des horreurs des horreurs scientifiques évidemment, médicales, mais quand même carrément sociales. Enfin, c'est pas possible de dire des mensonges pareils, de dire qu'il faut pas réintégrer les soignants suspendus parce que comme ils sont pas vaccinés, peut-être quand même les autres sont quand même un peu plus protégés. Non, ils sont pas plus protégés, c'est au contraire. C'est eux qui contaminent avec les injections qui donnent des Covid vaccinaux. Donc c'est tout à fait mensonge. Non, mais malheureusement ils continuent. Non, puisqu'ils veulent, si vous voulez, le programme c'était quand même d'avoir 10 injections par Européen, je crois. Je vais pas faire le calcul, je vais me tromper, mais en tout cas c'est ce qu'elle a acheté, von der Leyen. Oui, elle a acheté 10 injections par personne. 10 injections par. Oui, c'est plus simple que des milliards, mais de le dire, mais c'est quand même la réalité. Et donc, oui, mais c'était pour chaque Européen, y compris le petit. Donc, il faut continuer quand même de picouser tout le monde. Et évidemment, comme en France, quand même, de ce côté-là, les Français ont dit qu'ils sont passifs, soumis, etc., qu'ils ont quand même un petit peu résisté pour les petits. Malheureusement, ils n'ont pas résisté pour les adolescents, ou plus exactement, les adolescents peut-être ont été tellement intoxiqués par l'école et puis par la télé et tout ça qu'ils ont cru qu'il fallait les vacciner pour pouvoir aller faire du sport, etc. Donc, il n'y a pas eu de protection des adolescents. Par contre, les enfants ont quand même été beaucoup moins injectés, parce que je ne veux pas dire vaccinés, ce n'est pas un vaccin, on est d'accord. On est d'accord. Il faut bien le répéter, et on a besoin de le répéter, même si ça commence à être bien connu, il ne s'agit pas d'un vaccin. Absolument pas, il ne s'agit pas d'un vaccin. Ils ont utilisé le mot parce qu'évidemment, en utilisant ce mot-là, comme la France est quand même conditionnée au vaccin depuis Pasteur, c'était facile de faire avaler à tout le monde. Les gens, je me souviens, au début, vous disiez, vous faites pas d'histoire pour faire le DT polio, pourquoi vous faites une histoire pour ça? Parce qu'effectivement, ils ont assimilé les deux types de substances et donc c'est passé comme une lettre à la poste parce qu'on a dit vaccin. C'est pour ça qu'il faut qu'on se force les uns les autres à bien expliquer à chaque fois que ce ne sont pas des vaccins, ce sont des injections géniques et pire que ça, expérimentales. Puisque l'expérimentation n'est pas terminée, elle doit se terminer en 2023 et manifestement Pfizer a prolongé la date d'expérimentation. Mais même 2023, on n'y est pas, c'est toujours en expérimentation. Donc, le jour où le ministre a dit que c'était pas un produit expérimental, soit il est très mal informé, ils ont vraiment des mauvaises fiches, soit il a menti grossièrement. Vous ferez comme vous voudrez, mais en tout cas, c'est sûr, c'était faux. Les injections ont toujours été expérimentales et les expérimentations ne sont pas terminées. Et les gens qui ne croient pas, il n'y a pas de complotisme là-dessus. Ils vont directement sur le site officiel de clinicaltrials.gov, qui est le site américain officiel sur lequel nous, tous, médecins et chercheurs, sommes obligés d'inscrire nos essais thérapeutiques avant qu'ils soient commencés pour avoir en fait l'autorisation de les publier dans des grandes revues ensuite. Donc, ça fait 20 ans que c'est comme ça. Donc, vous pouvez trouver tous les essais avec Pfizer, tous les essais avec Novartis ou autres, enfin tous les essais. Donc, vous tapez, vous allez clinical, comme ça se prononce, avec trials, c'est TRIALS,
.gov, vous tapez ce site et une fois là, on vous demande ce que vous voulez, vous dites, je sais pas moi, vaccine avec un E pour vaccine Covid-19 et puis vous mettez Pfizer par exemple et vous trouvez tous les essais en cours. C'est pas compliqué, tout le monde les trouve. Donc, quand on nous dit que c'est du complotisme, c'est de la paresse des gens qui disent ça, de ne pas aller vérifier eux-mêmes les sources. Comme je vous disais tout à l'heure, les courbes sur les résultats des vaccins que publie Gérard de Lépine régulièrement et bien d'autres. En tout cas, nous, les courses, il va les chercher directement sur l'OMS. Alors, on veut bien que l'OMS soit forcément toujours parfait, mais enfin, néanmoins, les chiffres qu'ils produisent, sont quand même en gros fiables. Et en tout cas, on ne peut pas nous dire que c'est du complotisme. Non, c'est sûr, c'est une excellente stratégie que de ne se baser que sur des chiffres officiels comme ceux de l'OMS ou ce genre de site. C'est la seule solution, parce que déjà, comme ça, on se fait traiter par les gens qui ne regardent pas de complotistes. Bon, c'est comme alors, on peut reparler effectivement, les enfants et la grippe. Parce que pourquoi au début, alors on va leur trouver une excuse pour une fois, au tout début en février 2020, ils ont dit les enfants contaminent, etc. C'est comme la grippe. Bon, alors l'ont-ils cru, l'ont-ils pas cru? Enfin, en tout cas, ils auraient dû déjà savoir que c'était pas comme ça à cause des publications chinoises, mais enfin, admettons. Et donc on a comparé d'emblée les taux de malades de grippe, les enfants morts de grippe, il y en a une dizaine par an, alors que je vous ai dit, il y avait trois enfants par an de Covid-19 chez des enfants immunodéprimés. Donc, c'est de toute façon encore beaucoup moins de la grippe. Alors, est-ce qu'on a fermé les écoles pour la grippe? Non. Oui, c'est ça n'est jamais arrivé. Non. Voilà, donc dans les choses qu'il faut absolument bien, quand on remonte un petit peu sur ce qui s'est passé, d'emblée, on n'aura jamais dû confiner, parce que le confinement, tout le monde sait on savait en mars 2020 que ça, c'était pas une méthode d'isoler les gens. Ça avait été fait avec la peste quelques siècles plus tôt, et on savait que c'était pas la bonne méthode. Surtout que là, ils confinaient les malades et les pas malades. Ensemble. Bien sûr, allait soigner les gamins la journée. Enfin, je dis les gamins, je suis pédiatre, mais bon, elle soignait ces malades dans la journée, puis le soir, elle revenait à la maison. Vraiment, c'était la bonne. En plus, ils n'avaient aucune protection, donc c'était vraiment la bonne façon de contaminer tout le monde. À l'époque, on le disait déjà, mais attendez, ils veulent contaminer tout le monde, c'est pas possible. Donc, le confinement n'avait aucune raison d'être, d'accord? C'était vraiment la façon de contaminer tout le monde. Bon, les enfants n'avaient aucune raison d'être isolés, d'être privés d'école. Alors ensuite, les enfants n'avaient aucune raison, ni les adultes alors, de poser un masque. Si vous voulez revenir sur l'ensemble, les masques évidemment n'ont jamais été faits pour protéger des virus. D'ailleurs, c'était marqué sur les boîtes. Je ne sais pas s'ils ont continué. Non, maintenant c'est fini. Ce n'est plus écrit sur les boîtes. Il n'y a plus écrit ne protège pas des virus. Ouais. Ça c'est fini. Donc, oui, c'est ça. C'était écrit sur les boîtes. Vous pouvez interroger tous les chirurgiens que vous voulez, dont mon mari. Ils n'ont jamais mis des masques pour protéger des virus, ni même se protéger. Ils ont mis des masques pour protéger le malade, enfin l'ouverture opératoire des germes qu'éventuellement il pourrait cracher dessus s'il n'avait pas de bavette. En sachant que ça marche qu'à moitié d'ailleurs, il y a beaucoup de chirurgiens qui vous disent que ça sert à rien. Mais bon, même comme ça, et puis de toute façon, on les met de 3 heures, et puis pas 12 heures, et puis pas en mettant le même pendant 6 mois. Enfin bon, ça. Non, mais de toute façon, ça a été absolument tragique parce qu'effectivement, ça. Et maintenant, bon, déjà à l'époque, on avait des publications montrant que ça ne servait à rien. Mais maintenant, on a des publications montrant que ça a aidé à, évidemment, laisser évoluer l'épidémie et les infections associées, parce que les gens, ils sont restés malades, ils avaient de la fièvre, etc. Ils disaient, c'est le Covid. C'était éventuellement une bactérie qu'ils avaient chopée avec leur masque un petit peu infecté à force, ou un champignon. Enfin, il y a eu beaucoup d'infections bactériennes, champignons, suite au port prolongé du masque. Donc, c'est une aberration. Et quand on voit encore, moi, ça me fait mal, quand on voit dans les gens, dans la rue, y compris des jeunes,
qui se promènent éventuellement seuls, voire seuls dans leur voiture avec un masque, vous dites, mais pas possible qu'ils ont intoxiqué les gens à ce point-là, quoi. Voilà. Et puis, on sort un peu du champ de la santé, mais ça a quand même produit beaucoup de difficultés à l'école pour les enfants, pour les petits-enfants qui... C'est quand même la santé, quelque part, hein, la santé mentale, la santé... je veux dire, ça a été... il y a un collectif d'orthophonistes qui avait... Martine Voller l'a rappelé récemment dans un portrait là, que je vous conseille tous de regarder, qui a été fait par Réaction 19, le portrait de Martine Voller, où elle raconte un petit peu ses difficultés à ne serait-ce qu'exprimer un avis différent au sein du Parlement. Donc, on se demande bien à quoi sert le Parlement. Et elle explique bien que d'emblée et très tôt, les collectifs orthophonistes l'avaient interpellée pour qu'elle essaie d'expliquer aux parlementaires, théoriquement, ça aurait été quand même leur rôle de dire stop, le caractère. Moi, je me souviens, on avait écrit un article assez tôt aussi dans François, d'ailleurs, c'était de la maltraitance des enfants, parce que, attendez, comment imaginer et réfléchir à ce que sont devenus et ce que vont devenir ces enfants qui, ont 1 an, 2 ans, 4 ans, n'ont vu que des adultes avec un masque. Il y en a qui vous expliquent les dessins que font les gamins maintenant. Il y a des gamins, un visage, ça n'a pas de nez, ça n'a pas de bouche. Non, mais je veux dire, alors en plus, pour apprendre à parler, c'est quand même difficile parce que bon, il faut bien prononcer, bien articuler, et puis les gens regardent les lèvres, enfin oui, tout à fait. La forme de la bouche, etc. Alors c'est une catastrophe absolue, et moi je crains bien. Moi j'ai quelqu'un dans ma famille qui est orthophoniste, hein, qui est effondrée de ce qu'elle voit. Elle me dit qu'il y a en gros, donc elle nous l'a dit très tôt, effectivement, mais en plus, les gosses ont perdu entre guillemets 20% de QI, hein, c'est ce que disent l'ensemble des orthophonistes et tous les professionnels qui s'occupent des petits. C'est une catastrophe absolue, et ça continue parce qu'on voit quand même, ils ont tellement mis ça dans la tête. Moi, quand je disais, je suis effondrée de voir des jeunes avec un masque, et je suis encore plus effondrée quand je vois une jeune femme pousser une poussette avec un masque sur la bouche, et son gamin, à la limite, avec un portable dans la main. Un gamin, 18 mois, 2 ans. Non, mais attendez, là, il faut que les gens réalisent que leurs petits sont à haut risque. Il faut renchérir ces informations-là, parce qu'il faut qu'ils s'occupent encore plus, qu'ils leur fassent faire encore plus de dessins, je sais pas, avec les bouches, mais c'est pas possible et ça a été une catastrophe. Alors je vous parle, là on en parlait tout petit, dans les crèches, ils ont osé faire mettre des masques aux nurses, enfin aux infirmières, aux gens qui s'occupent des gamins dans les crèches. Non mais... Et puis, il y a des parents qui ont cru bon de continuer le soir. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant. Et donc, ça veut dire quand même que l'intoxication médiatique a été quand même très, très forte, quoi. Parce que voilà, c'est pour ça qu'il faut rabâcher, tant pis pour ceux qui savent déjà, mais c'est important qu'ils puissent récupérer des arguments, des argumentaires, des raisonnements sur des faits incontestables que vous donnez là. Moi, c'est souvent pour ça que j'ai dit je radote. À un moment, j'ai dit, j'en avais tellement marre qu'ils veuillent vacciner tous ces gamins, et bon là, ça s'est un peu calmé, mais je crois qu'il faut qu'on fasse encore beaucoup d'articles. Et je disais, je radote, je fais un article tous les 3 jours pour dire ne vaccinez pas. Parce que d'abord, je touche pas à grand monde à chaque fois, j'imagine, et puis pas, bon, peut-être un peu toujours les mêmes, et c'est bien de toucher des gens différents. Et puis je dis, qu'est-ce que font les médias? Ils radotent 10 fois par jour. Donc même si je fais un article tous les 3 jours, je vais pas faire le poids. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, je fais ce que je peux, mais à nous tous, on peut essayer de faire le poids. Faut vraiment, je sais pas, faut que les grands-mères, les mères fassent attention avec tous ces petits, les infirmières des petits, mais franchement, hein, si personne n'y croit, elles vont voir une orthophoniste 1 heure, et elles vont comprendre, parce que là, en posant les questions à l'orthophoniste entre 4 yeux, parce qu'autrement, elles n'ont peut-être pas le droit de parler, j'en sais rien, aux autres peut-être pas, mais enfin, entre 4 yeux, essayez d'avoir l'avis d'une orthophoniste, vous verrez l'horreur que c'est de mettre des masques, ou des institutrices. Moi, j'ai vu des institutrices parées aussi pour le retard d'apprentissage à la lecture, évidemment. Comment voulez-vous, la lecture, faut la parler aussi. Enfin, il faut que les gens et alors chez les un tout petit peu plus grands, l'apprentissage des langues étrangères, ça c'est sublime, parce que quand vous voyez pas alors il y a quand même pas mal de profs qui ont quand même un peu résisté, qui se sont mis au fond de la classe.
ou enfin un peu loin des bosses, mais sans masque. Mais bon, avec tous les ennuis de la hiérarchie, hein, qui en ont viré un certain nombre, quoi. C'est quand même hallucinant, quoi. Oui, le conseil qu'on pourrait donner aux auditeurs, c'est de plutôt aller voir des orthophonistes en libéral, parce que elles se sentent quand même plus libres de parler, alors que si c'est au sein d'un centre de santé, Oui, voilà. dans les établissements publics, c'est encore pire la répression. C'est ça. Hein. Là, il est clair que ça fait quand même longtemps, hein, comme médecin hospitalier. Ça aurait bien une vingtaine d'années où déjà j'avais beaucoup protesté parce que, si vous voulez, quand vous receviez, je sais pas, une sépticémie en garde, depuis une vingtaine d'années, il fallait mettre le protocole, enfin, c'est-à-dire l'association d'antibiotiques décidée par le comité d'infection de l'hôpital et non pas ce que vous aviez envie de mettre en fonction de l'état clinique du patient, etc. Et en plus, ça aboutissait à des aberrations parce que tout le monde mettait les mêmes antibiotiques, évidemment, sur ordre, et donc avec des résistances. Et puis, enfin bon, c'était complètement aberrant, mais c'est parce que la médecine hospitalière, effectivement, n'est plus libre depuis une vingtaine d'années. Nous, on a essayé de le crier, en particulier en cancérologie, un peu dans le vide, hein, mais avec la perte de la liberté de donner les meilleurs soins aux patients en fonction des données de la science, qui était quand même l'arrêt Mercier de 1936, qui théoriquement est toujours valable, mais évidemment inappliqué, puisque maintenant, y compris là, chacun l'a su et l'a compris pour le Covid, on a eu interdiction de soigner les patients. Donc, il a fallu arrêter de soigner les malades et de l'iprane et laisser mourir à la maison. Et puis, quand ils ne mouraient pas, c'est bien leur donner un petit coup de Rivotril dans les EHPAD pour qu'ils soient euthanasiés rapidement sur ordre. Alors, on y viendra tout à l'heure au sujet de l'euthanasie. Donc, dans les choses évidentes à dire, les masques ne servaient à rien. Puis alors, si on arrive directement et rapidement, évidemment, à ces injections géniques, dont les enfants n'avaient évidemment aucun besoin, dont personne, hein, quand même, je généralise, personne n'avait aucun besoin, puisqu'on avait des traitements efficaces qui marchaient bien. L'hydroxychloroquine et l'azithromycine de Raoult, on savait bien que ça marchait parce que en Chine, ça avait déjà marché. Il y avait des articles, il y avait même des articles même de l'américain là qui a tout organisé, qui on l'avait dit que ça marchait en 2005 sur le coronavirus précédent. Donc vraiment, tout le monde savait que ça marchait. Évidemment, ils ont été très forts dans la diabolisation de Raoult, mais bon, c'est une honte absolue, puisqu'on avait des traitements qui marchaient, on a eu aussi Ivermectine, hein, tous les gens qui traitaient avec la gale des vieux ou des pauvres savaient que ça, on vite su que ça marchait, Ivermectine, donc on n'était pas sans médicaments, il y avait rigoureusement aucune raison de vacciner qui que ce soit, enfin de vacciner entre guillemets, d'injecter qui que ce soit, y compris les vieux, y compris les faibles, y compris les à risque, au contraire, parce que tous les gens à risque qui avaient déjà une immunodépression éventuelle, ça n'a fait qu'aggraver, et donc ils ont encore été plus sensibles aux effets toxiques. Mais bon, déjà les vieux, il n'y avait aucune raison, hein, je maintiens, parce qu'on il y a pas eu tellement de morts dans les EHPAD. Vous parlez, on vous injecte dans une EHPAD, vous avez 80 ans, vous mourrez, on dit t'étais vieux, hein, c'est pas de chance, hein. Mais rappelez-vous, les centenaires dont on était si fiers, les centenaires, c'est quand même des gens intéressants, parce que ils avaient tenu 100 ans, si j'ose dire. Hein, d'accord, et pas avec des monceaux de médicaments, puisque sinon on n'aurait pas tenu 100 ans. Et moi, je me souviens, ce brave, ça nous a fait de la peine, on ne connaissait pas directement, mais ce brave cycliste qu'on voyait tous les ans, là, et qui est mort en 8 jours, hein. C'est pas de chance, hein, on est d'accord, c'est pas de chance. Hein. Oh, il était vieux quand même. Non, mais c'est insupportable, quoi. Et puis alors, ils les ont forcés à s'injecter, les familles ont forcé. Bon, je pense pas que les familles étaient méchantes nécessairement et voulaient pas tout avoir l'héritage, mais quand même. Mais oui, mais enfin quand même, à un moment c'est suspect, quoi. Je veux dire, ça va. Pourquoi écouter alors qu'il y avait Raoult qui parlait. Quand même, Raoult qui disait. Bon, moi je le connais pas particulièrement personnellement, hein, puis je suis pas forcément d'accord sur tout ce qu'il peut dire en d'autres matières. Enfin, de toute façon, là, on avait l'homme de la situation, un des virologues les plus renommés au monde. Et il faisait une vidéo toutes les semaines. Bon, donc les gens qui voulaient savoir, ils pouvaient savoir. Hein. En tout cas, ils pouvaient au moins avoir ce petit doute qui permettait de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas faire envoyer son
son père se faire injecter pour faire plaisir, alors que le père voulait pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens âgés qui voulaient pas, hein, qui se sont fait forcer à, ils veulent vraiment mes enfants, etc. Au revoir papa, 15 jours après enterré, hein, c'est bon. Bon, franchement, non, c'est insupportable. Alors les enfants. Non, mais les enfants, on a dit, on a commencé, je répète à chaque fois 10 fois, parce que de toute façon, c'est le message qu'il faut entendre. Les enfants ne risquent rien du Covid. Donc, ils ont zéro raison d'être injectés. Zéro raison. Puisque, un, ils ne risquent rien, et deux, ils ne contaminent pas. De toute façon, s'ils contaminaient, c'est quand même pas aux jeunes de protéger les vieux. Enfin, en l'occurrence, ça ne se posait pas, puisqu'ils ne contaminent pas. Et on le sait, hein, et très tôt, il y avait quand même eu des publications, y compris quand même de scientifiques français, bon, après, ils se sont fait tout petits, mais qui avaient montré, il y avait un épisode là, en montagne, un gosse qui était au ski et qui était Covid positif. Et puis alors du coup, mais ils avaient testé 160 personnes autour de lui. Ils n'ont pas trouvé une personne contaminée, y compris ses frères et sœurs qui vivaient avec lui. Voilà, donc ça c'est la preuve absolue autour de lui. Il n'a contaminé personne. On l'a eu d'emblée. C'était une étude de l'INSERM. Enfin, c'était fait par des gens respectés de la doxa théoriquement. On n'a pas entendu beaucoup parler après de cette étude, pourtant elle était tout à fait remarquable. Et bon, il y en avait plein à l'étranger, hein, du même genre. Donc, nous, on l'a publié 10 fois, mais d'autres aussi. Hein, je veux dire, c'est vraiment, tout le monde a expliqué que les enfants ne contaminaient pas et qu'il n'y avait aucune raison de les embêter. D'ailleurs, on voit bien qu'en Suède, ça s'est très bien passé. Ils ont continué à aller à l'école. Je veux dire, voilà, alors c'est très intéressant parce que dans vos articles, vous reprenez cette courbe sur 3 ans pratiquement de mortalité, de mortalité des gens déclarés Covid, voilà. Et donc, on voit que ce sont 2 courbes qui se superposent pratiquement au niveau de la mortalité, mais que la France est au-dessus, c'est-à-dire qu'elle a plus de morts. C'est extraordinaire. Là, on est dans les gens qui ont le plus de morts, oui, on est dans vraiment... effectivement, ça, Gérard, vous exposer ça une autre fois en détail, mais il aime bien d'ailleurs toujours comparer la France à l'Algérie, d'accord? Parce que si vous regardez sur les courbes que vous avez dû voir, et puis que vos auditeurs peuvent regarder, moi je pense que j'ai mis plusieurs reprises sur mon site, et puis bon, sinon il tape bilan catastrophique ou bilan de l'épidémie, Gérard Delpine sur Nouveau Monde, ça doit y être aussi. Donc voilà. Mais Gérard, oui, il aime bien comparer l'Algérie parce que l'Algérie, ils sont à 6000 morts, je crois. Pour l'année, là, nous, on est à 120 000, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une différence que, d'ailleurs, souvent, sous sa courbe, je dis, attends, je ne vois pas la courbe de l'Algérie. Bah oui, elle est tout en bas, puis elle est en vert. Parce que, justement, comme il reprend les courbes de l'OMS, des fois, les couleurs ne sont pas formidables. Et comme c'est presque à la horizontale, parce qu'ils n'ont pas une mort. Et pourquoi l'Algérie n'a pas une mort, alors que l'Algérie a à peu près la même, population que nous, finalement, en âge, ils ont pas mal de gens âgés à risque, il y a des diabétiques, bon. Donc il y a des gens à risque. Pareil, mais simplement, ils ont obéi, non, ils ont écouté, pardon, ils ont écouté Raoult. Et leur ministre a dit, il faut écouter Raoult. Et donc, ils ont fait le traitement, effectivement, hydroxychloroquine, azithromycine. Et au bout de 2 mois, le ministre de la Santé algérien a dit, oui, c'est bien, on n'a pas de mort, etc. Enfin, très, très peu par rapport aux pays riches, si j'ose dire, qui accumulaient les morts en accumulant leur refus de soigner. Et puis ensuite, en accumulant les vaccins, pour les injections. Parce que plus on a injecté, plus les gens sont fragilisés, plus les gens ont refait ils ont diminué leur immunité, ils sont contaminés entre eux. Enfin bon, c'est une vraie catastrophe. Mais effectivement, si vous comparez, et alors, on va rajouter aussi l'argument de toujours Jacques, c'est que vous comparez la Tunisie et l'Algérie. Voilà, la Tunisie a beaucoup de décès par million d'habitants, contrairement à l'Algérie, mais la Tunisie a appliqué les consignes des pays occidentaux riches, c'est-à-dire de la France, par exemple. Donc, ils ont refusé le traitement Raoult, et voilà. Bravo, les mecs, ils ont plein de morts, alors que le pays voisin, alors on peut pas dire que ce soit les climats différents, hein, parce que pareil, Algérie et Tunisie, c'est quand même pas très loin, c'est un peu les mêmes climats. Donc on peut comparer comme ça, et c'est très, je vais dire amusant, non, c'est plutôt tragique, de voir que les pays qui ont respecté
proposition d'un grand virologue et de bien d'autres, hein, parce qu'il y avait aussi il y avait un Zelenko, je crois, qui s'appelait aux USA à New York, qui faisait aussi à peu près la même chose en rajoutant du zinc. Enfin bon, il y en a eu d'autres. Hein. Et bon, les gens qui soignaient précocement, puis enfin quand même, on a toujours soigné les malades quand ils étaient malades quand même. Qu'est-ce que c'est ça de dire vous êtes malade, n'allez surtout pas voir votre médecin, vous ne prenez surtout pas de médicaments. Je veux dire, c'est invraisemblable. Des pneumopathies virales surinfectées, on en a toujours vu, justement, avec les grippes. Et puis, on les soignait avec des antibiotiques et on ne perdait pas les malades. Et là, on s'est mis à perdre les malades à partir du moment où on ne les a pas soignés. Donc, c'est sympa pour la médecine. Finalement, ça veut dire que quand on fait de la médecine, ça sert à quelque chose. Sauf que là, on a eu interdiction de la faire. Oui. Alors, si on veut conclure le sujet, en réalité, ce qui est la réalité chiffrée, c'est que depuis 3 ans, dans le monde, il y a moins de 0,001% de décès attribués au Covid, que c'est dans les pays les plus vaccinés et que c'est sur les personnes âgées. Alors que vous expliquez bien que le nombre de morts par les injections sont maintenant très documentés et assez importants. Ah ben ils sont dramatiquement importants, à tel point que là, j'ai vu un papier tout à l'heure, une note comme quoi l'agence européenne ne voulait plus qu'on transmette au VRS, aux agences américaines hein, qui accumulent les effets secondaires, elle ne voulait plus qu'on leur communique nos résultats. Et il n'est pas, enfin nos effets secondaires de l'Europe, il ne faut surtout pas aller aux États-Unis, ils vont les rajouter dans leur courbe. Bon, c'est hallucinant. Bon, les courbes les plus claires qui ont été faites d'emblée, hein, c'est depuis le début, enfin très vite, après 6 mois, on va dire peut-être, d'injection génique expérimentale, donc de cette fameuse protéine spike, bien le VARS qui est l'agence qui correspond à la FDA, si vous voulez, au centre CDC, hein, sur ce qui s'appelle Centre DC Center, où ils récupèrent toutes les données médicales, et en l'occurrence celles sur les médicaments et sur les effets secondaires. Donc ça faisait quand même très longtemps qu'ils comptabilisaient les effets secondaires des vaccins. Et si vous regardez, les courbes correspondantes par année, jusqu'à 22, là, 21-22, brutalement, vous avez des petits traits rouges dans le bas de la courbe, horizontaux, quoi, parce qu'il n'y avait quand même pas des monceaux d'accidents de vaccins chaque année depuis une trentaine d'années. Et là, les 2 dernières années, pouf, vous avez une espèce de montée verticale. C'est absolument épouvantable, qui montre effectivement la multiplication des déclarations de décès ou d'effets graves chez les gens injectés. Donc, dire le contraire, c'est vraiment une mauvaise foi pas possible. Et en plus, on sait que les effets secondaires sont quand même rapportés en dessous de leur réalité. Mais moi, comme je dis toujours, à la limite, ne discutons même pas là-dessus. Vous faites un vaccin, entre guillemets, qui n'en est pas un, à un gamin qui n'en a pas besoin. S'il y a ne serait-ce qu'un mort, c'est un mort de trop. Hein, je veux dire, c'est insupportable. Rappelez-vous, alors je ne sais pas si les gens s'en rappellent, mais au moment du vaccin H1N1, qui a quand même été beaucoup discuté aussi, en fait, ils ont arrêté l'injection mondiale hein, après 53 morts. Bon, c'était beaucoup déjà, je trouve, mais enfin, bon. Et puis quand vous faites un essai thérapeutique sur n'importe quel médicament, quand il y a un mort, 2 morts, 3 morts, on dit oh là là, on arrête, puis on voit. Bon, après, on analyse, on dit ah ben non, ils sont pas morts de ça, on peut recommencer. Mais en tout cas, on arrête. Là, si vous accumulez les morts repérés par ultravigilance, donc ils sont acceptés après discussion, après regard le dossier, enfin bon, les morts enfin acceptés comme morts en lien avec l'injection, bon, qui sont autour de 50 000 morts hein, pour ultravigilance, donc l'agence médicale européenne, hein, donc 27 pays. Bon, là, vous avez 50 000 morts. Bon, vous en avez à peu près 30-40 000 reconnus aux USA, à peu près 30 000 en Angleterre, maintenant, enfin, les pays anglo-saxons qui sont donc séparés. Donc, de toute façon, on en est à 70 000, 80 000 reconnus. Hein. Voilà, 70 000, 80 000 morts reconnus. C'est 10 fois inférieur, mais je m'en fous. 80 000 personnes pour une injection inefficace. Parce
que quand même, maintenant, on sait que c'est inefficace parce que vous n'avez quand même pas beaucoup de vaccins où on vous dit qu'il faut le faire tous les 6 mois. Voilà, c'est ça. Ça Voire ne tous s'appelle les plus un 4 vaccin. mois. Donc, on sait que c'est une injection inefficace. On sait que les gamins ne contaminent pas. On sait tout ça. Et on accepte l'idée qu'il y ait 70 000 morts, ne serait-ce en se limitant aux pays de l'Union européenne, aux États-Unis et en Angleterre. Alors après, il faudra ajouter tous les autres pays, mais il n'y a pas besoin. On ne peut pas admettre l'idée de poursuivre une injection de ce type avec tous les dangers de ça. Alors après, on peut décliner toutes les complications du genre, évidemment, des myocardites qui touchent particulièrement les jeunes. Hein. Plus on est jeune, plus on est à haut risque. Enfin, en tout cas, jusqu'à au moins 10 ans. Hein. Si vous êtes entre 50 et 60 ans, vous avez moins de risque d'une myocardite que si vous êtes entre 40 et 30, et puis ainsi vous descendez. Et les adolescents, entre 10 et 20, ils ont vraiment un haut risque. Les moins de 10 ans peut-être aussi, mais ça, il y en a quand même moins d'injectés, donc c'est moins évident. Mais entre 10 et 20 ans, le nombre de 25 ans, le nombre de jeunes avec une atteinte myocardique, vous voyez bien tous ces jeunes sportifs là qui sont tombés au stade. Oui, hein, tout à fait. On me dit c'est pas de chance, ça existait avant. Non, les gens ont été faire les gens ont été faire les statistiques, je n'ai pas noté les chiffres, ils ont tous démontré que là où il y avait, 3000 sportifs morts, il y en avait dans une période équivalente dans les mêmes sports, etc. 30 peut-être, mais pas 3000, quoi. Donc, ce qui fait que d'un côté, nous avons des chiffres étayés, publiés, tout à fait officiels, et de notre côté, au niveau des médias mainstream ou des gouvernements, nous avons au mieux des omissions, au pire des mensonges. Et pourtant, la Miviludes renaît de ses cendres, et Sonia Backès, qui est secrétaire d'État, a annoncé les assises prochaines en janvier 2023. Pour parler du complotisme et trouver des solutions par rapport à ce nouveau problème lié à la dérive sectaire qu'est le complotisme. Et vous en avez fait les frais il n'y a pas longtemps. Alors, écoutez, moi, j'ai publié il n'y a pas très longtemps un petit papier parce que l'ami Miviludes, ça m'avait dit quelque chose. D'abord, ça m'a choqué extrêmement que cette dame traite de complotiste. Alors, je n'ai rien contre elle, mais je ne connais pas très bien ses compétences en médecine pour être brutalement spécialiste de l'analyse des données qu'on peut donner. Enfin, pas nous spécialement, tous les gens qui ont publié honnêtement, du genre Laurent Micheli, Laurent Tubiana et tous ces gens-là, Pierre Chaillot, tous les gens qui ont fait des analyses extrêmement sérieuses des données publiées par les organismes officiels. Je ne peux pas dire autrement parce que on ne peut pas leur reprocher de donner les résultats des organismes officiels quand même. C'est invraisemblable. Et on se permet de les traiter de complotistes. Or, quand même, la Miviludes, moi j'ai des souvenirs assez. Un jour j'étais allée dans un congrès peut-être de médecine alternative, on m'avait invité. Moi, je sais pas, c'est pas mon domaine, mais bon, on m'avait invité discuter de patients, pourquoi pas. Et effectivement, j'avais été mise au courant déjà de la façon dont ils avaient. Cette organisation avait agressé, les homéopathes ou des gens qui ressemblent à ça. Alors, je dois répondre quand même qu'à chaque fois, ils ont perdu quand même. Voilà, il faut le répéter. Oui, quand même, c'est important parce que chaque fois qu'ils ont attaqué en disant Monsieur Intel, c'est une secte, etc., ou c'est l'organisation, c'est une secte, ils ont perdu. Donc, ils ont perdu en deux. Moi, je n'ai pas appris par cœur, mais on pourra retrouver pendant les années 90, puis dans les années 2000, puis dans les années 2010. Donc là, ils sont un peu sortis de leur cercueil. Mais je pense que quand même, c'est pour ça que moi je me suis précipitée quand même pour faire un article. Je pense que si on explique à tout le monde que donner des informations sur des faits avérés publiés par des organismes officiels comme l'OMS, ce n'est pas du complotisme. Donc que la Miviludes essaie de traiter ces gens-là de complotistes, c'est de la diffamation ou de la calomnie. Je veux dire, donc, moi, je pense on est en novembre, je pense que si tout le monde s'en mêle, mais en expliquant gentiment, oui, d'accord, madame, les vraies sectes, c'est votre problème, c'est pas le nôtre. Le terrorisme, c'est vraiment votre problème. Par contre, mélanger ça avec les gens qui ont donné des informations exactes, qui se sont révélées exactes, parce que toutes les informations soi-disant complotistes se révèlent exactes.
quand on disait le masque ne sert à rien, bah oui, ça servait les actes, les vaccins, les injections, les vaccins anti-Covid, eh ben ça sert à rien parce que de toute façon, bon, on l'avait pas inventé, hein, c'est Raoul qui nous a expliqué que ce type de virus, ça marcherait pas, qu'il ferait des variants. Enfin bon, les gens compétents nous ont donné les arguments scientifiques et les autres n'ont fait que répéter les éléments scientifiques. Donc donc on a dit bah puisqu'on nous dit que ça marchera pas, ça marchera pas. Et puis quand même, on était très très inquiets sur le type d'injection génique, justement, hein, de manipuler l'ARN des populations. On n'avait pas de bons souvenirs. Hein. Moi, comme pédiatre, j'avais été confrontée, j'avais été informée, on va dire plutôt, enfin aussi confrontée un peu, parce que ça se posait quand même pour les bébés bulles. Notre ami Alain Fischer, qui a quand même été, enfin qui est toujours, oui, Monsieur Vaccin, oui, avait fait des essais qui étaient ceux-là beaucoup plus légitimes a priori sur les enfants bulles dans les années 2000, hein, sur les enfants bulles, en disant bah puisqu'ils n'ont pas de cellules immunologiques, ils n'ont pas de défense, bah on va leur modifier leur gène, enfin leur génome pour essayer de qui fabriquent plus correctement des cellules immunitaires, enfin qui fassent une immunité avec la modification de leur génome qu'on donnera. Bon, ils ont essayé de faire ça, mais on était dans les années 2000. Moi, je me souviens que les 10 premiers, oh là là, c'était formidable, on allait changer la vie des enfants bulles. Hein. Les enfants bulles, c'est vous naissez avec zéro défense immunitaire et on vous colle dans une bulle, effectivement, et on vous raconte la vie à travers des plastiques et on fait des soins avec les mains qui rentrent à l'intérieur de la bulle. C'est épouvantable, hein, on est d'accord. Donc, c'était tout à fait légitime qu'on essaye de traiter ces enfants-là. Mais les résultats ont vite été inquiétants. Hein. On a vite eu 3 leucémies sur des enfants, quoi. Et d'ailleurs, moi, j'ai essayé, au moment où on a su que Fischer était monsieur médecin Covid, si j'ose dire, moi, je suis retournée voir, me dire, tiens, qu'est-ce que c'est devenu qu'est-ce qu'ils sont devenus 20 ans après ça, honnêtement, on est resté sec hein, sur l'avenir de ces enfants-là. Je ne peux pas vous dire ce qu'ils sont. Moi, j'ai beaucoup de gens qui ont cherché. On n'a pas eu d'article de mise au point au bout de 20 ans. Donc, honnêtement, ça n'avait pas été un succès franc, on va dire. Hein. Encore une fois, c'était tout à fait légitime d'essayer. Moi, je ne veux pas critiquer quand on essaie de traiter une affection tragique, même par des méthodes difficiles. Hein. Moi, comme cancérologue, on a quand même donné des médicaments qui n'étaient pas non plus de l'eau de Vichy. Hein. Mais ça n'a rien à voir avec une injection qui se veut préventive. Parce qu'un vaccin, enfin, de façon générale, un vrai vaccin, c'est pour prévenir une maladie. C'est pas pour guérir une maladie. Donc là, on s'adresse à des gens sains qui n'ont aucune maladie. Particulièrement, plus on est jeune, moins on a zéro risque. Enfin, plus on a zéro risque parce que les jeunes de 20 ans, ils n'avaient pas de risque non plus. Hein. Faut pas exagérer. Les moins de 50 ans, en gros, ils avaient zéro risque de mourir de la maladie. Il faut pas. Bon, et puis les plus vieux, encore une fois, il suffisait de les traiter avec les traitements précoces. Donc, faire un traitement préventif avec un type de médicament expérimental de ce type, c'est vraiment jouer l'apprenti sorcier. Oui, finalement, on revient sur la réalité de la gestion de la crise et de ces sujets. Mais pour revenir au thème des assises prochaines, dans la communication, on sent bien qu'il y a un désir de faire évoluer l'arsenal législatif. Il y a quand même cette stratégie qui est une stratégie médiatique et politique. Elle pose des questions sur la crainte, finalement, quelle frontière il y a entre la liberté de parole, de pensée et la dérive sectaire. Ça risque tout à fait flou, donc c'est quand même assez dangereux. Et on se dit, on n'est pas du bon côté, quoi. Ah ben non, mais de toute façon c'est hyper dangereux pour tout le monde parce que de toute façon la perte de la liberté d'expression, hein, y a des gens qui vont dire oh c'est bien là pour la maladie, puis un jour pour une autre circonstance ils vont s'apercevoir que la perte de la liberté c'est général, hein, parce que je veux bien là ils vont vouloir qu'on dénonce son voisin parce qu'il n'est pas injecté ou je ne sais quoi, mais après on va dénoncer comme sous Vichy le voisin parce que c'est l'amant de ta femme ou je ne sais qui, hein, donc ils vont vite s'apercevoir que la dénonciation calomnieuse, ça peut toucher tout le monde et c'est vraiment
Oui, mais enfin, ça fait un climat, effectivement, si la délation devient un moyen. C'est le totalitarisme. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire vite, là, parce que quand même, quand on dénonce vite ce genre de choses, je sais pas, là, on a apparemment un nouveau Twitter, je sais pas, quelqu'un m'a dit que j'étais réintégré, je sais pas, j'ai pas eu le temps de vérifier. Bon, je veux dire qu'on voit quand même bien que quand on se met à tous, si j'ose dire, dénoncer ça, bah, finalement, il recule, hein, quand même, hein. Il y a eu des tas de sujets. Donc, moi, je veux dire aux gens, soyez optimistes, mais actifs. Parce que ça va pas vous tomber du ciel que ça aille mieux. Par contre, moi, j'ai quand même vu plusieurs fois où, je n'ai pas forcément souvenir en tête dans les médias, mais où il y a eu, même avant d'ailleurs, hein, où il y avait des choses qui n'étaient pas dénoncées, et puis les tweetos, ils faisaient monter le hashtag, et finalement, 3 jours après, on entendait sur CNews, et 4 jours après ou 5 jours après, on finissait par en entendre parler sur France Info. Donc, je dirais, ben oui, on arrive à faire monter quand même le sujet, de telle façon qu'ils finissent par être obligés d'en parler. Mais là, c'est une bataille du peuple, hein. Je veux dire, si le peuple s'en fout et si le peuple en vive la République démocratique allemande avec la Stasi, c'est un choix, hein. Je veux dire, on peut pas non plus faire le bonheur du peuple contre lui, mais par contre, il faut bien leur rappeler on a quand même des armes. Alors, franchement, regardez Twitter, ça s'est quand même largement amélioré, hein. Moi, je veux dire, c'est quand même clair que à partir du moment où on peut reparler, j'ai vu quand même, bon, depuis, alors, la Nunes, il se fait évidemment taper dessus, mais vous imaginez bien que de toute façon, libérer la parole, il ne va pas se faire, ils vont bien le descendre, il doit bien avoir des raisons de le critiquer. Donc, mais enfin, néanmoins, il a redonné le site à Trump, il a fait revenir des tas de gens, et en particulier, là, ils sont quand même en train de dénoncer sur Twitter toute la pédophilie, enfin, les pédophiles et tout ça. Bon, ben, c'est quand même bien parce que c'était quand même très, très caché, tout ça. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même quelques armes. Bon, je sais pas, avec Telegram, on se passe quand même pas mal d'informations. Pour l'instant, c'est quand même pas trop censuré, Telegram. Je veux dire, on a quand même pas mal de moyens de. Bon, Facebook, moi, ça fait longtemps que j'ai plus mis les pieds. De toute façon, j'ai été éliminée et puis ils censuraient tout. Alors, je sais pas si le fait que justement Mark Zuckerberg s'effondre fait qu'il y ait plus de liberté sur Facebook. Je n'y crois guère. Mais enfin, on ne sait jamais. Il faut utiliser tous les moyens qu'on a, hein. Je veux dire, bon, en n'ayant pas trop d'illusions sur ceux qui sont encore dirigés par c'est ceux-là, les complotistes. Je vais dire, c'est eux les vrais complotistes, hein. Mais en tout cas, vous avez bien raison de dire qu'il faut absolument être actif parce qu'on est dans une période de glissement sociétal et politique très dangereux et glissement qui s'illustre aussi par un autre problème éthique très préoccupant, c'est notre posture face au sujet de l'euthanasie. Notre posture en général, nous, la société. Et donc, l'euthanasie, quand même, c'est pas nouveau. Ça a été déjà, comme vous le rappelez dans vos articles, présenté comme un instrument de gestion des sociétés futures, notamment par Attali. Hein, vous reprenez ce qu'il avait dit dans les années 80. Mais c'est quelque chose qui revient. Et là aussi, on a janvier 2023 comme horizon pour mettre sur les rails une loi sur la fin de vie. Enfin, une loi de plus, hein, parce que ça fait quand même, j'allais dire 1000 fois, on exagère un peu, mais enfin, quand ça même, ça fait dans les 20 ans, ça fait au moins 4-5 fois qu'on remet ça sur le tapis en disant la population veut l'euthanasie, la population veut, ouais, d'accord. La population, elle veut tellement qu'à chaque fois, ils n'y arrivent pas quand même. Donc, mais bon, alors c'est vrai qu'on est passé dans une période encore plus totalitaire où effectivement, où les députés ont de moins en moins de poids. Mais enfin, c'est pareil, les députés n'auront que le poids qu'on leur donne si on s'en mêle. Mais bon, ce qu'il faut que les gens comprennent bien, c'est que l'euthanasie, c'est pas un choix des patients. Je veux dire, les patients qu'on soigne bien, qu'on soulage, parce que personne, évidemment, on va leur poser la question, c'est pour ça qu'ils ont toujours des 90% de gens qui veulent. Les gens, vous leur demandez s'ils veulent être soulagés en fin de vie pour pas trop souffrir, etc. Alors, qui va dire j'ai envie de souffrir beaucoup? Alors, bon, honnêtement, moi, j'ai quand même vu des patients en fin de vie, effectivement, et qu'on avait beaucoup de mal à soulager et qui ne voulaient pas forcément, pour autant, qu'on les euthanasie. Moi, je me souviens toujours d'un jeune homme, je le raconte tout le temps parce que ça, il m'a tellement marqué. Je crois que c'était un jeune Guadeloupéen, il devait avoir 17-18 ans, et qui était vraiment très, très mal et en fin de vie. Et il me disait,
Nicole, débrouille-toi, je rentre, je veux quand même entendre tous mes disques avant de mourir, donne-moi 48 heures, débrouille-toi. Enfin, mais vous savez, non, mais c'est la discussion théorique de l'euthanasie, ça m'a toujours horrifiée parce que c'est pas un problème de bien important. Tout à fait, c'est ça. C'est ça. Et vous dénoncez très bien le problème des directives anticipées. Alors, les directives anticipées, alors là, ils ont fait très fort. Hein. Alors, les directives anticipées, c'était théoriquement, bah oui, on vous demande, là, vous avez 30 ans, si vous avez un accident demain, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse si c'est grave, est-ce que vous voulez qu'on vous euthanasie ou pas? Là, ils vont tous dire oui, il n'y a pas de souci, parce que c'est une période c'est une parole bien portant. Ça n'a rien à voir avec la personne qui est au bout du rouleau, mais dans la situation, qui, elle, a quand même plutôt envie de survivre et de pas revoir un tel, de relire un livre. Enfin bon, je veux dire, ça va, il faut leur laisser le temps. On n'est pas là pour flinguer les gens, quoi. Alors, les directives anticipées. Alors, ce sont des directives anticipées de bien portants et il y a quand même plein de gens qui, au dernier moment, ne sont pas du tout d'accord avec ce qu'ils ont dit 15 ans auparavant. Bah, évidemment, parce qu'ils ne sont pas dans la même situation. Et puis alors là, vous avez vu, de toute façon, mais là, c'est très fort, ils ils les ont flingués directement, parce qu'ils ont le Conseil d'État, là, il y a quelques jours, je crois que j'ai écrit ça, le temps passe tellement vite, mais il y a peut-être 10-15 jours, je sais pas. J'étais en train de faire un papier sur l'euthanasie et j'ai vu une information comme quoi le Conseil d'État avait validé la décision d'un médecin, qui se couvre toujours avec l'équipe médicale, mais enfin, ça, c'est le cinéma de la Réunion multidisciplinaire où c'est quand même le mâle dominant de l'espèce, même qui peut être une femme souvent d'ailleurs, qui décide. Donc, il faut arrêter les multidisciplinaires, il ne faut pas nous raconter que ça prouve grand-chose. Mais enfin, bon, cette équipe avait décidé de passer par-dessus les volontés du malade qui avait dit que, quelles que soient les circonstances, il ne voulait pas qu'on arrête la machine et qu'il voulait, même s'il était dans le coma prolongé, il voulait qu'on continue ce coma, il ne voulait pas qu'on arrête la machine. Et la famille a essayé de faire respecter ça. Et les médecins ont dit non, non, pas question. Et le Conseil d'État a donné raison au collège de médecins. Donc, alors, directive anticipée. Ça sert à rien. Finalement, si le médecin n'est pas contraint de les respecter, ça sert à rien. Ah bah absolument, mais non, mais en gros c'est pour donner l'excuse à tous ceux qui veulent effectivement euthanasier les patients qui durent un peu trop longtemps, qui coûtent un peu trop cher et qui les fatiguent un peu. Mais là, si vous avez dit oui, je veux bien qu'on arrête les soins, ça va, on va vous respecter. Mais si vous avez le malheur de donner la consigne inverse, on ne va pas le respecter. Quelle honte! Comment vous pouvez imaginer qu'on se moque des gens à ce point-là? Alors, pour en revenir, encore une fois, il ne faut pas que vous ayez d'illusions. Moi, j'ai appris ça dans les années 80 quand j'ai commencé à faire vraiment de l'oncologie. Je raconte tout le temps, j'ai rencontré Schwarzenberg, Léon Schwarzenberg, j'ai rencontré plus que rencontré puisqu'il était adjoint chez Maté où on allait tous les jeudis faire le staff avec eux, donc je l'ai vu quand même assez longuement. J'ai rencontré souvent, enfin il était souvent là. Et moi, il m'avait bien expliqué, parce que bon, ça se posait évidemment pour mes premiers malades cancéreux que je voyais et qui souffraient, qui demandaient éventuellement. Et il m'avait dit que, c'était tout à fait exceptionnel, mais si vraiment fallait le faire, il fallait que ça reste une exception et qu'il n'y ait jamais de législation là-dessus. Alors, il avait dit, lui, il était célèbre pour aller éventuellement à domicile, faire éventuellement une euthanasie à domicile. Si un patient qu'il avait suivi depuis longtemps, etc., lui avait demandé. Mais il disait toujours, je me mets en avant, je le dis dans les journaux, etc., pour que s'il y a un malade en colloque singulier, je sais pas, le médecin de famille au fin fond de la Corrèze, qui avec son patient qu'il connaît depuis 20 ans et qui pour une raison X veut le soulager, il y a quelques situations exceptionnelles où ça peut se justifier, enfin en tout cas où le malade peut le réclamer, mais il faut que ça reste une exception. Et puis que ce médecin ne soit pas condamné. Donc on dira, non, dans ce cas-là, d'ailleurs, vous avez vu Schwarzenberg, il nous a bien expliqué que c'était vraiment une protection juridique des collègues moins connus que lui, parce que bon, c'était un monsieur très connu à l'époque, je ne sais pas si les gens le savent maintenant, mais
c'était avec Maté, ils avaient inventé quand même la greffe de moelle à l'époque, celui qui avait sauvé des irradiés de je sais plus quelle ville romane, enfin bon, peu importe. Enfin, c'était des gens très très célèbres. Ils disaient bon, moi, je suis connu. Quand je passe à la télé, tout le monde me reconnaît tout de suite. Donc, je pourrais protéger ces gens-là. Mais il a dit surtout ne jamais légiférer. Parce que sur légifère, après, c'est tout le monde. Après, c'est facile. Hein. Moi, je me souviens d'une surveillante une nuit à Vicenne qui nous disait qu'est-ce qu'il faut encore là, celui-là. Non, mais c'est bon, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'il faut encore là, celui-là? C'était un gamin, effectivement, qui était très malade, très avancé, avec des métastases, qui n'avait pas envie de mourir. Ça va, quoi. Je veux dire, c'était pas elle de décréter qu'elle l'avait assez vu, qu'il fallait l'euthanasie. Non, mais franchement. Et ça, si vous voulez, c'est devenu quand même, j'allais dire, une habitude dans certains services, bien sûr. J'écris souvent, hein, les gens se faisaient peut-être choquer, mais quand je disais on fait des lits, oui, il n'y avait plus assez de lits, parce qu'il y a longtemps qu'il n'y a pas assez de lits dans les services. Hein. Donc, ouais, dans les années 2000, on fait des lits. Alors, je ne dis pas qu'ils euthanasiaient des gens qui allaient vivre, hein, ou des gens bien portants, c'est pas ça. Mais si vous voulez, il y avait des gens en fin de vie, bon, des gamins en fin de vie qui avaient des maladies qu'ils n'arrivaient pas à traiter, bon, même s'ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient, c'est pas le problème. Mais ces gamins en fait de vie qui avaient peut-être encore 8, 15 jours, 3 mois à vivre, ils avaient le droit de les vivre. C'était pas à nous médecins de les injecter parce qu'on n'avait pas assez de lits. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, mais tout à fait. C'est différent. Et ça, vraiment, il faut que les gens le sachent. Et l'autre information que je peux vous donner aussi d'expérience personnelle de gens qui avaient plus d'expérience de moi et qu'on a eu beaucoup plus, parce que quand même en pédiatrie, on avait la chance d'avoir quand même beaucoup de malades qui guérissaient, donc c'était pas exactement la même population. Mais par exemple, il y avait Lucien Israël, hein, qui était un des premiers patrons à avoir soigné des cancers du poumon. Et d'ailleurs, il avait écrit un bouquin, vous devez encore pouvoir peut-être trouver, qui s'appelle La vie jusqu'au bout. Hein. Et Lucien Israël, bon, c'était pas un enfant de cœur, je veux dire, il soignait des cancers du poumon toute la journée, et je peux vous dire que les cancers du poumon, il y a 30, 40 ans, c'était pas très drôle non plus, hein, c'était des gens très fatigués, très gênés, etc. Et là aussi, moi, je l'ai eu comme maître, si j'ose dire, à Vicenne, enfin, un petit peu, enfin, même avant qu'on y soit, il y était avant qu'on y soit, mais bon, moi, je l'ai vu souvent, et on a discuté souvent de ce type de malade, donc c'était, vous voyez, dans les années 90, 2000, quoi. 90 plutôt, ouais, 90, 95. Et M. Israël nous disait, enfin, m'avait bien expliqué qu'il n'avait jamais vu, à part 2, 3 malades, vraiment des malades demander l'euthanasie, qu'il avait sûrement fait d'ailleurs, parce que oui, dans le colloque singulier, on peut, hein, mais il faut pas que ça soit une loi. Il ne faut pas que ce soit un collège, il faut que ce soit vraiment un rapport entre un malade précis et un médecin précis, le colloque singulier, selon Hippocrate. Et il m'a toujours dit que les malades qui demandent, ce sont des malades qui n'ont pas été pris en charge, pas soulagés, qui sont abandonnés, que personne ne vient voir, qu'ils ne sont pas entourés, bon, je sais pas, qu'on leur donne pas le bassin quand ils en ont besoin, qu'on ne soulage pas leur douleur, etc. Donc, quand les gens se sentent abandonnés, qui demandent l'euthanasie, bien sûr. Mais c'est vraiment une solution économique où je me sens trop. Puis alors, si on les conditionne, là, si pendant 3 mois, on va les conditionner qui sentent de trop, c'est pour ça que les hôpitaux sont trop pleins et qu'on peut pas soigner les jeunes, n'est-ce pas? Il faut vous qui sont malades, il faut vous sacrifier parce qu'il n'y a plus assez de moyens pour les jeunes, etc. Hein, on a des moyens quand même, on envoie des milliards tous les matins là, larga Manu en Ukraine, mais aussi en Afrique du Sud. Enfin bon, je peux pas compter tous les milliards que distribue notre président généreux avec notre argent. Donc non, mais c'est vrai. Bon, alors il y a des généreux comme ça. Mais franchement, ils vont conditionner les vieux, en particulier, à accepter cette idée que ils sont trop sur cette terre. Parce que notre ami Attali, c'est ce qu'il dit, sauf que lui, il a 79 ans et qu'il ne s'est pas encore suicidé. Mais lui, il fait partie de l'élite, que voulez-vous. Voilà, lui, pourtant, il a le bon âge. C'est pour les gueux. Et je me souviens que vous aviez écrit qu'en tant que cancérologue, vous aviez remarqué que les demandes des familles avaient énormément augmenté à cause du matraquage un peu, je pense, médiatique et du fait que le sujet est régulièrement mis sur la table, etc. Mais que celle des patients en fin de vie n'avait pas du tout augmenté. Oh non, pas du tout. Voilà. Quand vous êtes en fin de vie, parce que si vous êtes en fin de vie, c'est votre peau, là. Vous n'êtes plus dans la théorie, vous êtes dans
Mais les familles, on les conditionne. Moi, ça m'avait beaucoup frappé, mais très tôt. Hein, après, bon, on avait, si je veux dire, l'habitude entre guillemets, mais très tôt, ça m'avait frappé de voir à quel point les familles poussaient à ce que ça en finisse, en croyant surtout que leurs patients, parce que bon, il y a les familles méchantes, mais ceux-là, on les voit pas trop, à la limite, mais celles qu'on voyait qui étaient tout le temps là, et en fait, on sentait bien que c'était elles qui n'en pouvaient plus. Oui, ouais, je comprends. Et je comprends, hein, c'est pas, alors, loin de moi le jugement, parce que il y a des situations absolument insupportables. Donc les gens en ont marre, ils n'en peuvent plus, ils n'en peuvent plus, ils n'en peuvent plus. Et ils pensent que leur malade n'en peut plus non plus. Sauf que le malade, il n'est pas dans la même situation, parce que lui, il veut quand même vivre encore un peu, au moins ce qu'il peut, quoi. Donc, souvent, la famille aimante, hein, là, je parle que des gens vraiment qui aiment leur patient, hein, ce soit un enfant ou, je sais pas, un mari, peu importe, une mère, mais qui projettent leur vécu insupportable sur leurs patients. Et où c'est aussi insupportable, d'ailleurs, le patient, il en a marre d'être malade, il en a marre de tout ça, mais néanmoins, il vit au jour le jour, à l'heure, c'est-à-dire il veut pas avoir mal aux pieds ou machin, il veut pouvoir être soulagé un moment, il veut vouloir manger un petit truc qu'il aime bien, qu'on va aller lui chercher à la charcuterie d'à côté. Il vit beaucoup plus au jour le jour que la famille qui projette. Et qui dit, entre guillemets, c'est pas une vie. Mais qu'est-ce que c'est qu'une vie? Qu'est-ce que c'est qu'une vie? C'est à chacun de se le définir, ben en oui. tout cas. Et au moment où vous la pique, de toute façon, vous n'avez plus de vie. Alors, oser dire c'est pas une vie qui vivent comme ça, comme on entend des gens dans les réunions multidisciplinaires. Moi, j'ai eu des discussions, enfin, j'ai vécu des réunions multidisciplinaires. Ça commençait vraiment dans les années, en 90, par là, ça a commencé à être la mode de se réunir pour savoir s'il fallait arrêter une machine ou si ce gamin méritait. Moi, je me souviens d'une petite fille qu'on avait récupérée effectivement, avec un ostéosarcome avancé, qui avait été abandonnée par un autre hôpital, que je vais avoir la charité de pas citer, mais qui était belle comme tout, qu'on avait remis en rémission, etc. Bon. Donc, elle était mignonne. Je la revois toujours avec son beau chapeau. C'est une collègue qui la promenait avec un beau chapeau à 7-8 ans. Et grande discussion parce que, je sais pas, elle refait une rechute. Et là, on la retrouve en réa. Bon. Et là, grande discussion avec un animateur, et puis qu'il faut la renvoyer en Algérie, etc., parce que ça vaut pas le coup. Mais quelle vie elle va avoir si on la sauve, parce que oui, c'est ça, fallait qu'on essaie de l'envoyer faire une intervention un peu lourde avec elle, mais si on la sauve, qu'est-ce qui va se passer? Elle va vivre en France, elle va être séparée de sa famille. Est-ce que vous trouvez que c'est une vie? Oh ben non, il vaut mieux la renvoyer chez ses parents. Bon, alors, ils l'ont renvoyée en Algérie, elle est morte 2 jours après dans le voyage, évidemment. Donc, en fait, elle n'a pas eu le droit à être traitée parce qu'ils avaient projeté que sa vie ne serait pas très chouette. Franchement. Mais ils étaient plus ou moins. Enfin, je pense qu'à l'époque, il y avait un certain nombre de gens sincères. Mais ils se prennent pour Dieu. Vous savez bien, enfin, vous connaissez quand même sûrement tous, hein, qu'est-ce qu'un chirurgien? C'est quelqu'un qui se prend pour Dieu, mais Dieu ne se prend jamais pour un chirurgien. C'est la différence. Enfin, je veux dire, ben oui, non, mais il y a quand même beaucoup trop d'égos, là. Vous avez vu les égos. Alors là, en plus, qu'on les a empêchés de soigner pendant 2 ans, les égos, ça a été terrible. Parce que comme ils sont devenus moins que rien, eh ben, vis-à-vis du malade, il faut être plus que rien. Donc, il faut leur dire, non, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ci, il faut prendre des grands airs, de tout savoir, etc. C'est comme ça qu'ils ont de moins en moins écouté. Mais bon, c'est une compensation psychologique, j'imagine. Ils ne sont pas méchants, mais en tout cas, ils sont tous perturbés. Comme disait l'autre, ils ont tous été touchés. Hein. Moi, je suis médecin pour soigner les gens. Alors, il y a quelque chose de bien plus important, d'aussi important quand même. Il faut que les gens y réfléchissent beaucoup. Donc, vous êtes dans un service de réanimation ou de cancérologie, etc. Si vous imaginez que le médecin qui est en face de vous, il va éventuellement choisir de finalement vous euthanasier, ne serait-ce que vous avez mis vos directives anticipées, donc ils sont couverts, n'est-ce pas? Oui. Quel regard on peut avoir avec un malade? Quelle confiance? Déjà que les médecins, les malades n'ont plus confiance. Hein. Puis après la crise de Covid, là, je ne sais pas combien de décennies
on va mettre à récupérer la confiance en les médecins en général, qui ont osé ne pas vous soigner, qui ont osé vous injecter de substances expérimentales. Bon, mais même, comment voulez-vous avoir confiance dans quelqu'un dont on pense qu'il peut aller jusqu'à vous euthanasier ou en tout cas arrêter la machine parce qu'il trouve que ça fait 3 jours de coma et que 15 jours ou 2 mois, enfin peu importe. Mais même si c'est 2 mois, je veux dire, moi, l'histoire de c'était, je sais plus son nom là, il m'échappe, enfin Humbert, je crois, un truc comme ça, qui m'a beaucoup frappé parce que c'était épouvantable, quoi. Je veux dire, c'est un malade qui n'était pas en train de mourir, quoi. Il était dans le coma, ouais. Et moi, je me souviens un des premiers services d'internat où je suis arrivée comme interne en pédiatrie. Il y avait une gamine qui était dans un lit, pas ventilé, hein, elle était dans un lit, quoi, dans le coma, mais bon, il nourrissait par les veines, et puis voilà, et ça faisait 7 ans qu'elle était là, quoi. Et bon, bah, effectivement, un jour, elle s'est réveillée, mais il y a plein d'histoires comme ça, hein, il n'y a pas de souci. Elle n'est pas très originale, mon histoire. Enfin, je dois dire quand même qu'elle m'avait beaucoup frappée, hein, comme jeune interne. C'est-à-dire parce que moi, j'ai pas connu les 7 ans d'avant, mais bon, effectivement, elle a s'est réveillée, je sais pas, ça faisait peut-être 1 ou 2 que je les connaissais, quoi, ces gens-là. Ce dont vous parlez beaucoup, finalement, il y a de l'argent pour les structures, mais le patient est abandonné. Ah bah carrément, bah oui. Oh, bah, le patient gardé dans les EHPAD, là, s'ils ont 2 couches par jour, c'est un max. Ça dépend peut-être des EHPAD d'ailleurs. Hein. Sur le directeur d'EHPAD, il y a quand même des grandes différences, hein, quand même. C'est même pas forcément selon la structure. Enfin, je sais pas si c'est hors PA ou peu importe, mais chaque directeur a quand même une humanité possible, puis, comme ils disent maintenant, puisqu'on parle plus d'humanité, il y a quand même des EHPAD qui sont mieux tenus que d'autres. Alors, je veux dire, quand on en est à dire qu'il faut pas, je sais pas si vous regardez les repas donnés dans les EHPAD aux résidents et même dans les hôpitaux publics à l'interne de garde. Hein. je veux dire, quand vous voyez une espèce d'omelette faite avec des œufs en poudre et puis un yaourt et si vous avez de la chance une orange en plus, hein, mais non, mais on se moque de les gens. Je veux dire, l'argent il va ailleurs, hein, il va dans les marchés publics, enfin, je veux dire. Au moment où il y a eu le ministère nous avait accordé des subventions, etc., quand ils ont voulu quand ils ont accepté à la suite de bagarres de patients, nous transformer d'Avicenne à Garches, justement, Garches, et où ils ont fait un beau service, d'ailleurs, à Garches, ils nous ont fait un beau service pour le fermer 8 ans après, mais ils ont fait un super service. Eh bien, quand même, le chef de cabinet du ministre, là, qui était Douste-Blazy à l'époque, avait été scandalisé qu'on n'ait pas d'ordinateur quasiment à Avicenne en 2004. Hein, enfin, qu'on ait des vieilles brouettes qui dataient de 10 ans. Et il nous avait donné donc une enveloppe pour que les 2 ans qui restaient à Avicenne, parce qu'il fallait le temps de faire les travaux à Garches, et ben, je peux vous dire qu'on les a jamais vus. Il y avait, je sais pas, une dizaine d'ordinateurs avec des écrans plats, etc. On les a jamais vus. Ils ont soi-disant été volés la première nuit, n'est-ce pas? Et puis, même si vous voulez, on avait vu qu'avec moi je suis pas très douée avec les chiffres, mais avec l'enveloppe qu'on avait, mon époux qui est plus doué que moi pour les chiffres avait vu que, si vous voulez, mettons qu'on nous donne 10 ordinateurs, quoi, mais pour le prix de ces 10 ordinateurs, on avait 20 carrefour dans place. Donc, où était passé le reste, si vous voulez nous, on a écrit ça pour les gens de Saint-Amuse, qui lisent Soigner ou obéir. On l'a écrit en 2016 pour l'envoyer aux candidats président de la République, pour leur dire, bah voilà, ce qu'il faut faire, parce que bon, ils peuvent peut-être pas tout remettre sur tout, je comprends, mais il y a quand même des choses très simples à faire pour rapidement sans dépenser plus d'argent, pour rapidement remonter un petit peu le niveau de l'hôpital et le moral des troupes en même temps, parce que ça compte. Et donc, soigner ou obéir. Oui, on a déjà dit ou obéir, hein, et c'était avant le Covid. Hein. Voilà. Et donc, c'était déjà il y a quelques années, et on a vraiment l'impression, en vous entendant, que la pratique médicale à l'ancienne disparaît. Hein, le médecin de famille qui donnait des traitements individualisés, qui connaissait tout le monde, au profit d'une gestion technocratique. Mais je voudrais vous poser, quelle est votre vision pour l'avenir du médecin et de la pratique de la médecine? Est-ce que vous êtes quand même optimiste?
Ah ben, il n'y a pas optimiste ou pessimiste. Il y a est-ce que les Français décident, et peut-être aussi les Européens en plus sens large, hein, parce que enfin, on est quand même dans les pires. Mais bon, est-ce que les Français décident de reprendre leur avenir en main, hein, c'est-à-dire de pas laisser raconter n'importe quoi de gamin, t'es une fille, je suis un garçon, etc., n'importe quoi, hein, parce que c'est encore un autre domaine, le transgenre, mais on pourra y venir. Moi, depuis que j'ai mis mon nez là-dedans, je suis affolée. Mais bon, non, mais c'est vrai, il y a des trucs qu'on laisse de côté en se disant, ah, c'est marginal. Puis quand on voit un petit gamin de ses connaissances qui se ramène en disant, t'es sûr que je suis une fille, enfin bon, tu te dis, oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe, je vais dire. Et alors tu ouvres et là, c'est épouvantable. Bon, cette parenthèse donnée. Donc, si vous voulez, l'avenir, il est entre nos mains, hein. Bon, si on laisse faire ceux qui sont actuellement au pouvoir en disant ah, et puis que ceux qui essaient de les remplacer, ils courent après les voix ou les pseudo-sondages. Moi, je vais vous dire un truc qui m'a extrêmement choqué hier. Là aussi, bon, je suis pas contre l'avortement. Bon, c'était l'avortement de la loi Veil. C'était l'avortement de la loi Veil pour éviter effectivement les drames liés aux aiguilles à tricoter, des conditions terribles. Bon. Maintenant, la loi d'août 2021 autorise l'avortement jusqu'à 9 mois. Oui, ah oui, oui, oui. Et là, ils veulent mettre ça dans la Constitution. Alors, on va mettre un meurtre d'enfant dans la Constitution. Et alors, bon, alors. C'est tous ces sujets-là mis bout à bout qui nous fait quand même sentir le danger, effectivement, comme vous dites. C'est pour ça que je dis, les gens se réveillent. Ah oui, et alors, ce qui est grave, c'est que les gens dont on attendrait qui nous défendent, là, j'ai vu, alors, je vais le dire directement parce que c'est choquant. J'ai eu Marine Le Pen qui était contre qu'on mette ça dans la Constitution. 8 jours après, elle est pour et jusqu'à 14 semaines. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma-là? Il y a eu un sondage, il y a eu quoi? Mais on ne court pas après les sondages, enfin. Non, mais je veux dire, donc là, le peuple doit se réveiller. Bon, moi, je ne sais pas quand est-ce qu'il va se réveiller, le peuple, mais ça dépend que de nous, l'avenir. Moi, je ne peux pas vous dire que l'avenir va être bon si les gens continuent à se soumettre. Bon, si, je peux vous dire qu'on en sortira un jour parce qu'on sort toujours de toutes les dictatures. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça dure 70 ans, quoi. C'est un peu dommage, hein. Et je pense que l'avenir de notre médecine, elle doit être indivisible. C'est pour ça que je disais, lisez Soigner ou obéir, ou je sais pas, on a fait pas mal d'articles dessus, hein. Donc même sur mon site, parce que bon, les gens sont fauchés maintenant, je ne vais pas leur dire d'acheter les livres, mais bon, sur mon site, il doit bien y avoir des analyses de Soigner ou obéir, on disait l'essentiel dedans, ou des vidéos, enfin peu importe. Mais oui, il y avait tous les éléments, puisque en fait, la situation depuis 2016, c'est plutôt aggravé. C'est-à-dire, on a refermé des lits, on a encore diminué la possibilité aux médecins de choisir les traitements. Mais bon, en gros, moi, ça fait depuis l'an 2000 qu'on a du mal à choisir les traitements pour les patients atteints de cancer. Bon, bah là, ça s'est posé pour tout le monde avec le Covid. Donc, ça aurait dû servir de leçon, d'ailleurs, les gens qui nous ont jamais écoutés, parce que bon, c'était le problème des cancéreux, des petits cancéreux en plus. Bon, c'est pas tout le monde, quand on y échappe, on veut pas le savoir. Mais là, tout le monde a été concerné. On a été, j'ai quand même des monceaux de vieillards. Alors, je sais pas si c'est mais au moins 10 000 vieillards qui ont été euthanasiés. Enfin, vieillards, peut-être pas si vieillards que ça, hein, parce qu'il y a des gens, enfin, moi, vieillards aussi, si vous voulez, mais il y avait des gens qui avaient mon âge qui ont été euthanasiés dans les EHPAD, hein, y compris des gens qui allaient bien. Bon, que c'était dire, bon, maintenant je suis tout seul, bon, je vais être bien. En EHPAD, je serais quand même mieux, je jouerais aux cartes avec mes copains l'après-midi, etc. Et ils se sont trouvés prisonniers, quand même, prisonniers. C'est quand même invraisemblable, hein. Oui, il y a une forme de vulnérabilité de ces personnes et il n'y a pas grand-chose pour les aider, quoi, finalement, structurellement. Pardon, actuellement? Oui, finalement. Pour les aider à se défendre, parce que oui. les parents. Oui, la famille, effectivement, la famille. Ah, ceux qui ont été euthanasiés, si je veux dire, les pauvres, à ma connaissance, ne peuvent pas se défendre, mais par contre, les familles, il y a quand même des tas de plaintes de toutes les sortes qui sortent quand même, hein, qui sont, auxquelles, je sais pas, moi, il me semble quand même, si on avait euthanasié mon père en EHPAD, j'aurais quand même envie au moins de me rallier à une plainte pénale globale. Je veux dire, il y a quand même entre Brusa, entre Maître Joseph, ça y est, j'en ai oublié évidemment, entre Emmanuel Ludo, enfin il y en a pas mal qui font quand même des plaintes, Maître X, comment elle s'appelle, X Matrice, je sais plus, la dame aussi, Diane Prota, là, qui fait quand même des belles plaintes pour défendre toutes ces femmes qui ont eu les conséquences des
des injections géniques et qui soit saignent toute la journée, soit non plus de règles, c'est moins grave, enfin c'est moins dur. Mais bon, celles qui saignent toute la journée et qui finissent par se faire une hystérectomie, il y a quand même beaucoup de gens qui se remuent. Je veux dire, si les victimes veulent se battre, il y a quand même de plus en plus de conférences, enfin de réunions, pas forcément conférences, mais de réunions où ils peuvent se retrouver avec d'autres vivants et en chair et en os, et puis voir comment de collectifs. Il y en a quand même des kilos de collectifs maintenant. Donc, je veux dire, il ne faut pas que les gens ils soient passifs. Parce que honnêtement, s'ils sont passifs, on est foutus, hein, c'est clair. Mais je pense que tous ces domaines-là, évidemment, ça ne va pas se remonter en 5 jours. Mais franchement, en médecine, quand même, si on donne la liberté de soigner aux gens, aux médecins, ça peut quand même remonter assez vite, surtout en libéral et puis même à l'hôpital, hein, parce que si on fait sauter les chefs de pôle là qui sont en cheville avec les directeurs d'hôpitaux et avec les ARS, ça peut aller vite quand même qu'on retrouve une certaine liberté de soigner. Et parmi nos médecins suspendus, moi, ce que je dis aux gens, ils me disaient avec qui je vais avoir confiance. Je dis écoutez, essayez de retrouver des médecins suspendus. Déjà, au moins, vous êtes sûr que c'est des gens. Ils sont intègres, voilà. Oui. C'est un très bon conseil. Allez vous faire soigner par des médecins suspendus, ouais. Alors pour l'instant ils peuvent pas, mais bon, ça, ils vont bien être obligés. On est le dernier pays au monde, au monde, je sais pas, mais en tout cas en Europe, à avoir des médecins suspendus. Donc oui. Il va bien être obligé de céder quand même. Mais là aussi, si vous voulez, là les gens devraient être dehors, devrait y avoir 2 millions de gens dans les rues à Paris pour réintégrer les soignants. C'est leur peau, là, même qui s'intéressent qu'à leur peau, les gens, là, c'est leur peau. Hein, parce que franchement, là, en ce moment, c'est quand même la catastrophe. Hein. D'ailleurs, vous avez une urgence dans le sud de la France. Vous téléphonez, moi j'ai eu un cas personnel, enfin d'une amie récent. Vous avez un cas à être hospitalisé en urgence, vous êtes dans le sud de la France, et vous téléphonez à Toulon, à Nice, à Marseille, en vous disant non, et vous atterrissez à Monaco. Hein. Bon. Ouais. Non, mais c'est un état de délabrement absolument. Mais avec en plus une démoralisation, parce qu'il me fait rigoler. Bon, non, il dit, il y en a 500 d'abord. Il est vraiment très mal renseigné, ce pauvre. Il faudrait vraiment lui donner un meilleur conseiller. Mais bon, même s'il y en a 15 000, il y a aussi tous les gens qui sont arrêtés, les burn-out, ceux qui n'en peuvent plus, sont démissionnés, qui sont allés, qui sont au bar d'en face, à un serveur au bar d'en face, etc., qui, dans une atmosphère positive, reviendraient. Parce que c'est notre métier, c'est nos passions. Donc, faut pas me raconter que s'il y a une atmosphère positive où on harcèle plus les infirmières, où on harcèle plus les médecins pour faire des sorties de malades qui sont pas sortants parce que on en a décrété ainsi, parce qu'il fallait fermer. On peut très bien remonter l'hôpital en quelques années et puis remonter la médecine libérale vite avec les vrais médecins. Mais il faut leur foutre la paix, il faut les laisser prescrire. Il faut que les parlementaires, un dernier message, arrêtent de croire qu'en imposant à l'unité amanée de médecine à des internes en désert médical, ils vont avoir résolu le problème. Ils n'auront rien résolu du tout parce que les mecs passeront à l'étranger. Parce que si vous voulez, moi à mon âge, je ne vais pas aller m'installer à l'étranger. D'abord, je suis à la retraite. Mais admettons même que j'ai 20 ans de moins. Bon, quand vous avez 50 ans ou 60, c'est déjà plus dur de partir. Encore qu'il y en a pas mal qui l'ont fait là depuis Mais les gamins de 25-30 ans, pourquoi voulez-vous qu'ils s'installent en France dans les déserts médicaux qu'on leur impose? Ça va, ils vont aller à l'étranger. Il y a quand même des tas d'endroits où ils sont très bien reçus, beaucoup mieux payés, avec beaucoup plus de respect du réciproque. Donc, il faut que les parlementaires comprennent qu'il faut arrêter d'imposer. Arrêter de mettre des tasses et puis regarder qu'il y a des hommes et des femmes en face. Bon, c'est au moins une note positive. Merci beaucoup. Oh, oui, moi je crois que franchement, j'ai pas envie d'être ministre de la Santé. Moi, j'ai plus l'âge. Hein. J'ai rigolé parce que j'ai l'âge de Trump. Mais maintenant, franchement, bravo, il a de l'énergie, mais moi, je me sentirais pas. Par contre, on peut, comme beaucoup d'autres, on peut conseiller vraiment des ministres parce que, pas comme ça, quoi. On peut leur envoyer des
informations, etc. Parce que là, vraiment, nous raconter qu'il y a 500 mecs suspendus en France, mais franchement, il a qu'à aller dans les manifs. Déjà, il va rencontrer 1000 au moins dans les manifs. Donc, on va les informer. Voilà, on va continuer notre travail de réinformation et de pédagogie patient et redondant, voilà, mais c'est ce qu'il faut faire. C'est important que toutes les adresses des députés et des sénateurs sont sur le site du Sénat et du Parlement. Donc, il faut vraiment que les gens ils se prennent en main aussi. Hein, ils peuvent aller prendre un rendez-vous avec leur député à côté, enfin, bon, et dire moi, je suis pas d'accord avec l'histoire de la Ménivudès. Qu'est-ce que c'est de ce truc-là? Mais qui réagissent. Si personne réagit, alors c'est sûr que ça va aller très mal. Mais on compte sur vous pour les stimuler. Voilà, exactement. C'est ce que nous avons fait ensemble. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Tous vos messages sont encore et toujours les bienvenus. Vous pouvez me faire part de vos remarques et suggestions à l'adresse santé en minuscule @e-du6r.fr. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro du B.A.B.A. de B.A.B.A. Prenez soin de vous. Chin chin, à la prochaine.